Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Cécile. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour cette séance d'une heure, cette webconférence sur adopter la positive attitude. Alors, avant de commencer toute chose, donc je me présente, je suis Marion Méjard, je travaille à la Mutualité française Occitanie et du coup, ce soir, j'aurai le plaisir de centraliser un petit peu vos questions pour les faire passer à notre intervenante qui va s'efforcer au mieux d'essayer d'y répondre tout au long de cette heure. La Mutualité française Occitanie est un acteur de prévention en santé publique et pour nous, donc, c'était important de vous faire découvrir une thématique qu'on parle peut-être pas encore, mais on va y venir et de plus en plus, hein, Cécile, vous nous direz. Donc, c'est la psychologie positive et comment finalement être acteur de son propre épanouissement personnel. Merci Cécile d'avoir accepté cette invitation. Avec Et trop plaisir. du coup, je vais vous passer la parole et je tenais quand même à vous préciser qu'on est déjà 140 autour de nos écrans. Donc, merci à tous pour votre fidélité et d'avoir coché la case rendez-vous santé et d'être assidus à ce rendez-vous. Cécile, je vous laisse, voilà, je vous laisse commencer. Super, merci beaucoup. Écoutez, déjà, je suis ravie et bravo à vous. Merci à vous d'intégrer ce type d'approche dans une démarche santé plus globale parce que la psychologie positive, c'est une science qui s'intéresse à l'épanouissement. Et donc, l'épanouissement, comme l'OMS le dit, ça inclut aussi la santé psychologique, la santé émotionnelle et pas que la santé physique. Et tout étant relié, je suis ravie à chaque fois de promouvoir la psychologie positive dans des cadres comme celui-ci. Donc, merci beaucoup déjà. Bonjour, bonsoir. Alors, je vais me présenter en une minute très rapidement. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis donc psychologue et surtout après, voilà, j'ai une mission, on va dire. Voilà, je suis portée par la mission de promouvoir la psychologie positive parce que je me suis spécialisée dans cette science qui a pour but, voilà, de faire la promotion de l'épanouissement individuel, collectif, sociétal. Et je trouve que c'est un élément essentiel dans notre vie personnelle et collective. Et donc, je suis ravie de pouvoir contribuer à transmettre ce message de plein de façons. Donc, j'ai écrit une quinzaine de livres, j'anime des formations pour des psychologues, coachs, thérapeutes pour qu'eux-mêmes intègrent ces pratiques dans leur pratique. J'aide des personnes à écrire des livres aussi sur ces thématiques-là pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre. Voilà, j'anime des conférences, j'interviens en entreprise. Donc, tout ça, c'est toujours dans cette intention de promouvoir la psychologie positive et d'aider les personnes à s'épanouir. Alors, je vais partager le petit diaporama. Hop là, tac, partager l'écran. On est bon. Donc là, logiquement, vous le voyez. Je m'affiche juste la discussion pour pouvoir quand même suivre. Si vous avez des questions, je répondrai au mieux. N'hésitez pas, j'aime beaucoup l'interaction. Donc, dès que je peux, j'essaierai de répondre au fur et à mesure de vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et si jamais je ne répondais pas à l'une ou à l'autre de vos questions, Marion me les retransmettra par la suite. Donc, le thème a été adopter la positive attitude parce que c'est un terme un peu générique qui accroche bien, on va dire, au niveau de l'attention, parce que si on parle juste de science et de bonheur, les gens sont moins attirés, bizarrement, alors que finalement, ça va un petit peu vers ça. Donc là, on va vraiment découvrir les bienfaits de la psychologie positive pour tous au quotidien. Donc vraiment accessible à tout le monde dans sa vie de tous les jours. Ce n'est pas dans des situations exceptionnelles. Voilà. C'est se sentir plus épanoui, chacun, chacune et ensemble. Alors, hop là. Donc, la psychologie positive, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que voilà, j'utilise ce terme et je vais l'utiliser tout le long de la soirée. Et je sais que parmi vous, certains connaissent à peu près, d'autres ont une vague idée, d'autres ne savent pas du tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans le chat, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de psychologie positive ou est-ce que c'est un sujet complètement nouveau? Ça me permet aussi de savoir un petit peu le niveau de l'audience en termes de connaissances sur la psychologie positive. Donc, voilà, super. Merci Cathy, Isabelle, super. Alors, la psychologie positive, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Donc déjà, c'est une science, c'est-à-dire que comme toutes les sciences de psychologie, c'est une étude qui s'intéresse au fonctionnement de l'être humain et des groupes et des sociétés. Et donc, en cela, il y a des laboratoires de recherche avec des chercheurs scientifiques qui étudient ce sujet. Donc vraiment, quand on parle de psychologie positive, on s'intéresse vraiment à la science qui focus sur le bonheur. Ce n'est pas tout nouveau, quoi. Les origines viennent de très loin. En fait, déjà dans les philosophes, on s'intéressait à comment être heureux. Voilà, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Il y a eu de plus en plus de recherches faites dans ce sens-là, mais vraiment le terme psychologie positive est arrivé, a été officialisé, on va dire,
en 1998 seulement. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un courant de recherche, alors que tous les courants de psychologie datent de plus de 70 ans, 100 ans pour certains. Là, c'est vraiment un courant qui a à peine 20-30 ans. Donc, c'est un des plus récents. C'est-à-dire qu'avant, on s'intéressait à pourquoi tout dysfonctionne. Et aujourd'hui, on s'est dit, et pourquoi pas s'intéresser à l'autre face de la médaille. Et donc, c'est un chercheur en particulier qui a mis l'accent et qui a proposé cette nouvelle perspective, qui s'appelle Martin Seligman. Et Martin Seligman était le président de l'Association américaine de psychologie, donc de toutes les psychologies des États-Unis, c'était le président. Donc, autant vous dire que c'était quelqu'un de très bien placé. Et donc, du coup, Martin Seligman, lui, s'est interrogé et par exemple, pour la petite anecdote, c'est grâce à une discussion qu'il a eue avec un dirigeant d'une grosse entreprise qu'il a eu cette révélation. Lui s'intéressait à pourquoi les gens sont pessimiste, malheureux et dépressif. Donc oui, c'est un lien avec l'optimisme quelque part, mais pas que. Et donc lui, le dirigeant lui a dit, mais pourquoi vous ne vous intéressez pas à l'autre face de la médaille? Pourquoi les personnes sont parfois optimistes, heureux, épanouis, confiants, etc. Il a dit, oui, c'est vrai, on ne s'intéresse pas à ça. Et donc, du coup, il s'est dit, et si on commençait une recherche dans ce sens-là? Et il a ouvert le premier laboratoire de psychologie positive, avec grande difficulté malheureusement, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de financement, étant donné que tout ce volet-là de la recherche ne nécessite pas forcément beaucoup de produits pour y remédier. Enfin, voilà, donc il n'y a pas de médicaments derrière. Donc souvent, les financements de la recherche sont faits aussi par des groupements de médicaments pour aider les personnes à aller mieux. Et là, il a dû vraiment lutter pour avoir des financements. Une fois qu'il en a eu, ça y est, c'est parti. Et tout un réseau s'est démultiplié dans le monde entier. Et dès les années 2000, il a commencé à avoir des objectifs plus ambitieux. Et tout le réseau s'est regroupé autour de lui avec vraiment l'idée d'une science qui permettrait aux individus, aux communautés et aux sociétés de s'épanouir. Donc, on n'était plus sur comment ne plus aller mal, mais comment aller bien. Donc, c'est vraiment juste un focus. Ce qui ne remet pas du tout en question le reste, c'est juste un angle différent et qui est très complémentaire des autres recherches en psycho. Par exemple, psycho du développement, on s'intéresse vraiment au développement de l'enfant. Psycholopathologie, on s'intéresse essentiellement à la pathologie clinique des personnes. Là, on est vraiment sur le fonctionnement qui favorise l'épanouissement individuel et collectif. Donc, il y a énormément de théories qui sont arrivées suite à ça, donc, pour comprendre et analyser ce fonctionnement optimal. Donc, optimal, ça ne veut pas dire le meilleur. C'est vraiment de se dire le fonctionnement le plus adapté à chaque personne, chaque groupe et chaque individu pour s'épanouir. C'est jamais parfait. Il n'y a pas de perfection dans l'être humain, on n'est pas des êtres parfaits. Donc, comment s'épanouir malgré de la tristesse? Comment s'épanouir malgré des déceptions, malgré des décès, des maladies? Voilà, donc c'est comment s'épanouir de façon générale. Rien n'est parfait. On peut faire des essais, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas, c'est OK. Mais comment trouver à la fois les processus pour y arriver et les conditions environnementales pour y parvenir. Donc là, il y a beaucoup de théoriciens qui se sont fait connaître. Il y a énormément de livres sur le sujet maintenant. Maintenant, si je devais vous en citer un, parce qu'à chaque fois, je me suis dit, je vais vous citer un élément de chaque, je ne pourrais pas vous citer de tout. Tal Ben-Shahar, par exemple. Tal Ben-Shahar est un chercheur qui a travaillé à Harvard, qui donnait des cours. Ça a été celui qu'on a nommé rapidement le professeur du bonheur, parce qu'à Harvard, qui était l'élite des États-Unis, il a voulu lancer des recherches. Ça a été difficile. Il a voulu lancer un cours, on lui a refusé. Et donc, il a finalement demandé à avoir un cours optionnel où les étudiants viendront merci Valérie, par leur volonté. Et donc, du coup, s'ils le souhaitent, en plus de leur cours. Il se trouve qu'au premier cours, ils étaient peut-être une dizaine, une cinquantaine, je ne sais plus exactement. Mais à la fin de l'année, ils remplissaient des amphithéâtres de plus de 1000 étudiants et ça faisait vraiment écho. Il y en a qui venaient même d'autres universités et ça a commencé à donner un élan, un intérêt à cette approche de la psychologie positive parce que même au sein du développement professionnel, puisqu'ils venaient là pour avoir des études, des diplômes et après un avenir professionnel, ça a commencé à avoir un impact dans leur vie, dans leur confiance. Il se passait des choses au-delà de l'apprentissage. Ils se transformaient grâce à la psychologie positive et grâce à ce cours. Donc, merci entre autres à Tal Ben-Shahar. En France, on pourrait remercier aussi Florence Servan-Schreiber qui a été une des premières à en parler en France avec le livre 3 kiffs par jour. Peut-être qu'en avez-vous déjà entendu parler. Et elle a fait des vidéos autour de ce sujet-là. Et c'était seulement en 2012. Donc, ça date encore une fois en France, psychologie positive 2012. On n'en parlait pas du tout avant. Aujourd'hui, ça y est, il y a même un magazine, etc. Mais avant, ce n'était pas du tout le cas.
Donc après, les recherches ont été de plus en plus poussées. Au début, on s'intéressait à l'aspect comportemental, psychologique, cognitif de ces facteurs d'épanouissement. Et puis petit à petit, se sont greffés les différents courants de psychologie et même de neurobiologie. Donc la neuroscience, c'est tout ce qui s'intéresse au cerveau. Donc toutes les neurones, les hormones, les gènes, voilà, c'est au-delà même du cerveau, c'est tout le fonctionnement plus intérieur, biologique de son corps qui contribue au bonheur. Et donc là, maintenant, il y a eu en plus d'autres recherches qui se sont greffées. Et par exemple, puisque je l'ai dit, je vous partagerai un petit exemple par-ci, par-là, sachez qu'il y a un gène du bonheur qui a été identifié et un gène qui a des allèles. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de biologie, un gène, en fait, il a deux allèles, enfin, il a deux, enfin, je ne sais pas si vous voyez, ça fait une forme comme ça. Il a des allèles, c'est les petites branches comme ça, qui sont plus ou moins courtes ou longues. Et selon la longueur, il y a des éléments qui favorisent des comportements et des réactions biochimiques dans le corps. Et en fait, les personnes étant plus heureuses avaient des allèles différents de ceux qui avaient des personnes les moins heureuses. Donc, ils ont fait des études pour identifier qu'il y avait vraiment un lien entre les gènes et le bonheur. Mais attention, on a été plus loin, c'est qu'avec le temps, d'autres chercheurs depuis ont constaté que ces gènes pouvaient évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Hein. C'est dans la science, dans les neurosciences, c'est quelque chose qui n'existait pas encore avant, on va dire, qui n'était pas encore conscientisé qu'un gène, pour nous, c'était comme ça et c'était à vie. Et maintenant, on constate que les gènes peuvent évoluer selon ce qu'on fait, nos comportements, notre environnement, etc. Et donc, ils se rendent compte que quand on développe tous ces traits, ces fonctionnements par rapport à son bien-être, son épanouissement, etc., quand on revérifie les gènes peuvent évoluer dans le sens du gène qui contribue au bonheur. Donc, rien n'est complètement définitif. Mais globalement, si on devait retenir un chiffre sur les facteurs qui contribuent au bonheur par rapport à ces principales théories et fondements neurobiologiques, c'est qu'on aurait 50% de notre détermination chimique, donc les gènes, le système biologique de ce qu'on a depuis qu'on est né, qui influencerait notre bonheur. Seulement 10% qui influencerait notre bonheur par l'environnement. Vous savez, le soleil, la météo, on dit souvent on est plus heureux au soleil. Seulement 10%, pas tant que ça. On est plus heureux quand on a beaucoup d'argent, une belle maison, une piscine. Seulement 10%. Ça n'influence pas tant que ça le bonheur. Un petit peu, donc tant qu'à faire, autant aller chercher les conditions dans lesquelles on se sent mieux, mais pas tant que ça. Et après, surtout, il y a ces fameux 40% qui peuvent nous permettre d'agir et d'être acteurs de notre propre épanouissement. Et là, ces 40%, c'est de ça qu'on va parler par la suite, c'est tous les moyens d'intervenir sur ces 40%, sachant, je vous le rappelle, que vous avez quand même un petit peu le choix des éléments de votre environnement, donc des fameux 10%, et qu'en plus, quand vous changez les fameux 40%, ça finit par changer votre élément biologique, donc même les 50% de départ peuvent évoluer. Voilà, donc ça, c'est pour avoir un petit peu les éléments qu'on nous pose souvent. Est-ce que c'est inné ou acquis? Donc, en partie inné, beaucoup acquis, et de plus en plus, on peut même changer ce qui a été transmis de façon innée. Les limites et les critiques quand même, parce que évidemment, dans toute nouveauté, ça apporte des réactions et tout le monde n'accueille pas avec autant de bienveillance et d'intérêt les recherches de psychologie positive. Et donc, on l'associe souvent. En fait, au final, comme je l'ai résumé dans mon livre sur le sujet, ce n'est pas tellement des vraies critiques sur la psychologie positive, ce sont des critiques sur les méconnaissances associées à la perception que l'on a de la psychologie positive. Parce que souvent, les personnes pensent que la psychologie positive, c'est avoir la positive attitude à tout bout de champ, la pensée positive tout le temps, voir la vie en rose, se mettre des œillères et ne pas voir les problèmes, le monde des bisounours, que c'est très individualiste, on ne pense qu'à soi, on ne pense plus aux autres. Alors qu'en fait, vous allez le voir que la psychologie positive s'intéresse au contraire à tout l'opposé de ça. C'est-à-dire comment, oui, s'épanouir, mais comment aussi accueillir, surmonter et se relever d'événements traumatisants dans notre vie, de difficultés, etc. Ça, c'est pris en compte et c'est étudié. On étudie, en fait, on remet de l'équilibre entre ce qui dysfonctionne et ce qui fonctionne. On s'intéresse à cet équilibre-là pour s'épanouir dans un équilibre imparfait. Voilà. Donc, sur cette première partie, normalement, ça vous donne vraiment maintenant un... Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette étape-là? Là, ce n'est pas le plus important, j'ai envie de dire, là, c'est pour bien comprendre. Après, j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet avec des vrais exemples de résultats et de recherche. Mais déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, voilà, vous pouvez mettre OK, c'est super. Voilà, super. OK pour l'instant. Parfait, tant mieux. Hop là. Alors, je passe à la deuxième partie où là, on va s'intéresser en particulier au bonheur individuel. Donc, à la psychologie positive, toutes les recherches qui se sont intéressées à l'individu. On viendra juste après à tout ce qui est collectif, sociétal, etc. Voilà. Alors, justement, merci. On m'a reproché d'être dans le monde des bisounours. J'en profite du coup. Petite anecdote qui sert dans ces cas-là.
Les bisounours, en anglais, ça se traduit les Care Bears. Donc, c'est le petit ourson qui prennent soin d'eux. C'est le nom du dessin animé. Un bisounours, si vous vous rappelez un petit peu, pour ceux qui ont connu, ils ont un symbole sur leur ventre qui identifie une force principale de chaque bisounours. Et en fait, les épisodes des bisounours consistent à mettre en lien les différents bisounours avec chacun leur force combinée pour pouvoir surmonter des épreuves que des méchants bisounours viennent leur imposer. Et donc, quelque part, est-ce que c'est pas ça qu'on fait et qu'on prône dans la psychologie positive, d'identifier nos forces pour pouvoir les unir à celles des autres et surmonter les épreuves et les obstacles de tous? Donc, voilà ce que vous pourrez répondre le jour où on vous parlera du monde des bisounours. Voilà, petite anecdote, moi j'aime bien et j'aime bien la partager. Donc, le bonheur individuel. Donc là, plusieurs champs d'études, puisque je vous rappelle, c'est une science. Donc ça, c'est autant de champs d'études qui ont été faits, d'abord théoriques et pratiques, avec des exercices aussi proposés à chaque niveau. Je ne vais pas pouvoir tout rentrer dans le détail, mais je vais vous donner déjà 2-3 petites clés et aussi quelques questions pour que vous répondiez dans le chat. La première étude la plus ancienne des recherches, enfin la plus ancienne, les premières, on va dire, qui ont été faites en psychologie positive sur la vie épanouie individuelle a été porter son attention sur les émotions positives. Parce que on avait tendance à ne s'intéresser qu'à ce qui allait mal en thérapie, en coaching, ou quand on s'intéressait à la psychologie. C'est pourquoi on est en colère, pourquoi on est en dépression, pourquoi on est malade, pourquoi on est triste, pourquoi... Voilà. Et donc, du coup, là, c'est... Et si on s'intéressait aussi à comment ça se fait qu'il y en a qui sont dans la joie, dans la gratitude, dans le plaisir, dans l'enthousiasme, dans l'émerveillement. Et déjà, ça, c'est pas si facile d'avoir une liste d'émotions. Rien que pour vous donner à quel point la science est biaisée, les théories sont biaisées. La plupart des théories sur les émotions citent 4 principales émotions, qui sont 3 négatives et une seulement positive, la joie. Comme si nous n'avions qu'une émotion positive pour 3 émotions négatives dans notre vie. La peur, la colère et la tristesse. Et du coup, non, en fait, il y en a plein d'autres émotions positives. Seulement, on n'a pas été habitué. Le cerveau humain n'est pas habitué. On n'a pas grandi dans l'idée d'identifier, de parler, de partager ces émotions positives. Est-ce que là, dans le chat, vous pourriez tous et toutes mettre les noms, les mots des émotions positives qui vous viendraient à l'esprit pour vraiment aussi remettre ça à la surface, se remettre de l'attention sur les belles émotions. Et il y en a plein, j'en ai déjà donné quelques-unes. Voilà, ne serait-ce que l'amour. L'amour, on ne la met même pas dans les 4 émotions principales, vous vous rendez compte, c'est incroyable. L'humour peut amener une sorte de joie intérieure, la sérénité, le calme, qui sont plutôt des émotions plus calmes, l'enthousiasme, l'émerveillement quand on regarde un paysage ou des enfants qui jouent ensemble. Alors, le champagne, ce n'est pas une émotion, mais la célébration, l'extase, peut-être irait avec. La reconnaissance, ça serait le fait de se sentir reconnu, ce serait quelque chose comme ça. La sérénité, le courage, on est plus dans le trait de caractère, mais on peut se sentir courageux, peut-être. Enfin, ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, en tout cas, qu'il y a plein de façons de se sentir bien, de se sentir attaché, de se sentir voilà, aimé, surpris, excité, euphorique. Il y en a plein, il y en a plein. En harmonie, en paix avec soi-même, en se sentir confiant, avoir de l'amour de soi, de l'estime de soi. Tout ça, c'est des ressentis. Vous voyez, il y a plein de façons de ressentir des émotions positives. Donc, bref, tout ça pour dire que la science de la psychologie positive s'intéresse à comment identifier, savourer, donc apprécier ces émotions, les varier pour ne pas toujours ressentir la même, les exprimer, savoir exprimer, je me sens tellement bien, je me sens tellement calme et en paix, ça fait tellement de bien, parce qu'on a tendance à ne pas exprimer quand ça va bien, alors qu'on a souvent tendance à parler beaucoup quand ça va mal. Et donc même dans des rencontres avec les amis, dans les repas de famille, de quoi on parle, de ce qui va mal, alors que ça fait tellement de bien de parler aussi de ce qui va bien. Et les recherches prouvent que plus on évoque ce qui va bien, plus ça contribue non seulement à notre bien-être, mais aussi à notre bonne santé. Parce que quand on parle des émotions positives, on les ressent, donc c'est automatique. Dès qu'on se rappelle une émotion, dès qu'on prend conscience d'une émotion, dès qu'on espère une émotion positive même, sans même la ressentir encore, on provoque chez nous des petites hormones, on parlait tout à l'heure de neurobiologie, des hormones liées à ces émotions, donc des hormones de bien-être. Donc sérotonine, pour ceux qui connaissent un petit peu le bien-être, etc. Mais pas que, hein, ça peut être dopamine si c'est de l'excitation, ça peut être endorphine si c'est quelque chose de calme et d'apaisé. Mais en tout cas, toutes ces hormones-là viennent rien que parce qu'on se focus, on met son attention, on savoure, on apprécie. Et capitaliser, c'est partager avec d'autres personnes ces émotions positives et les renforcer chez les autres quand elles nous le partagent. Donc du coup, c'est quelqu'un qui vous partage une émotion positive, c'est de l'accueillir et de dire « Ah, c'est génial, je te remercie de me partager ». La gratitude, une émotion aussi formidable. Et d'ailleurs, c'est une des plus étudiées en psychologie positive. Ressentir la gratitude et la partager aux autres, l'exprimer. Voilà, donc tout ça.
Donc, je ne vais pas entrer autant en détail comme c'est dans tous les autres, parce que je surveille quand même l'heure, on est bien. Donc, une vie engagée, c'est plutôt, et là, vous avez peut-être un exemple qui peut venir, des moments où vous savez, vous êtes tellement concentré, tellement dans le moment présent que le temps file à toute allure et vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes tellement concentré. L'exemple qu'on donne souvent, c'est un artiste peintre qui est en train de peindre et puis d'un coup, il se rend compte que ça fait déjà 4 heures qu'il est en train de peindre. Donc là, ma seule question, c'est quelles sont les activités, vous, dans lesquelles vous vous sentez dans cette énergie de flow? Moi, personnellement, c'est à chaque fois que je lis ou que j'anime des conférences, par exemple, ça passe super vite, j'ai plus rien autour de moi qui, voilà, quand je travaille, etc. Voilà, le sport, etc. Donc, plus une recherche valide que plus on vit des moments de flow, plus on est épanoui, plus on est en bonne santé. Donc, prenez conscience de vos moments de flow, multipliez-les, faites en sorte de les démultiplier, de les rallonger, etc., etc. Une vie pleine de sens. Donc ça aussi, un facteur qui contribue à l'épanouissement, c'est de trouver du sens à sa vie. Je parlais tout à l'heure que j'ai une mission, c'est de promouvoir la psychologie positive et d'aider les personnes à s'épanouir à tous les niveaux. Ça, c'est quelque chose qui m'anime tous les matins, tous les jours, dans tout ce que je fais. Donc là, c'est à vous de réfléchir aussi avec des outils comme l'ikigai, peut-être vous avez déjà entendu parler, sa mission de vie pour certains, le sens que l'on donne à sa vie, pourquoi je travaille dans cette boîte-là, en quoi c'est important pour moi, quelle contribution j'amène au monde. Donc ça, c'est vraiment aussi des questions à se poser et qui nourrissent, encore une fois, et les études le prouvent, les personnes les plus épanouies ont toutes conscience du sens de leur vie, alors que les personnes les moins épanouies vont avoir tendance à ne pas à vivre au jour le jour et à penser même n'avoir aucune utilité dans le monde, aucune utilité dans le monde. Au-delà d'une vie pleine de sens, c'est aussi une vie de pleine conscience, donc dans l'instant présent, ici, maintenant. Vous avez sans doute entendu parler de mindfulness, la pleine conscience de son corps, de ses pensées. On fait des scans corporels, par exemple, pour avoir conscience de son corps. On peut méditer, mais pas seulement dans une méditation passive. On peut être aussi en pleine conscience dans l'instant présent à chaque instant de sa vie et pas être à se rappeler de ce que je faisais hier, ni à penser d'avance à ce que je vais faire demain. C'est être à chaque instant complètement connecté à l'instant présent. Et du coup, ça favorise les moments de flow, évidemment. Donc, tout ça est bien relié. Merci pour vos... Voilà, n'hésitez pas à lire, c'est intéressant, comment on peut être dans le flow, même en faisant des mots croisés. Voilà, c'est top, quoi. Et enfin, une vie en pleine santé. Donc, évidemment, on relie le bonheur avec la pleine santé. Quand on dit la pleine santé, c'est-à-dire pareil, ce sont les recherches qui s'intéressent à comment ne pas simplement ne plus être malade, mais être en pleine vitalité, en pleine santé. Et c'est plus simplement ne plus avoir mal, mais c'est se sentir vivant, dynamique, avoir du souffle, être dans l'énergie, ne pas être dans la fatigue, mais être dans une belle énergie. C'est au-delà de l'entre-deux. Souvent, en santé, les médecins, leur métier, quelque part, c'est de vous accompagner à sortir de -10 de santé à 0, quelque part. Ben là, c'est vraiment s'intéresser à comment je peux être même au-delà de 0 à 10 et me dire, mais waouh, j'ai une santé de folie, quoi, c'est génial, j'adore ça. Et donc là, ils ont identifié que, par exemple, il valait mieux faire 20 minutes de sport 3 fois par semaine, modéré, plutôt qu'une heure intense dans une semaine. C'est bien déjà, c'est mieux que de ne rien faire, mais en termes de vitalité, c'est mieux de faire régulièrement des petites activités physiques de façon modérée, parce que ça entretient les hormones, le corps, la circulation, etc. Et il vaut mieux avoir quelque chose de régulier plutôt que rien pendant un moment et un pic, le corps, c'est violent en fait. Donc attention, voilà par exemple. Et enfin, une vie sereine face aux épreuves. Donc là, c'est toutes les recherches sur ce qu'on appelle la résilience. On commence de plus en plus à en entendre parler. Et donc là, ce n'est pas que la résilience traumatique liée à des événements de vie hyper traumatisants, même si ça a commencé par ces recherches-là. C'est comment, par exemple, suite au World Trade Center, des personnes ont fini par se retrouver heureux alors que d'autres sont tombés vraiment dans la dépression. Quel sens ils ont trouvé? Donc, effectivement, ils ont trouvé du sens et c'est ce qui les a aidés à avancer. À cette épreuve-là, ils ont changé les choses, ils ont développé une vision plus optimiste. Moi, je m'en suis sortie, donc je mérite d'avancer, etc., etc. Mais il y a aussi la résilience quotidienne face aux toutes petites épreuves de la vie et de se dire en quoi ça m'apporte, quel est le message, qu'est-ce que ça va m'apporter, voilà, qui ne meurt pas devient plus fort, quoi. On est dans cette perspective-là et on peut même aller jusqu'à une croissance post-traumatique et se sentir encore plus grand après ces genres d'épreuves de la vie. Voilà pour tout ce qui, par exemple, tout ce qui concerne la vie épanouie individuelle. Et comme promis, nous allons passer maintenant à la partie mieux vivre ensemble de façon générale. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les noter dans le chat. J'espère que vous arrivez à suivre, que ça vous parle et que voilà, ça vous donne des petites clés. Aujourd'hui, c'est une initiation. Vous ne pourrez pas tout de suite changer toute votre vie, mais quand même déjà avoir des petits déclics et vous intéresser à la psychologie positive. Moi, mon but, c'est ça. C'est de vous donner l'envie d'aller lire des livres, de vous intéresser à ça pour aller plus loin. Et
entrer dans une démarche de « et si je ne me contentais pas de ne pas être malheureuse et de ne pas être malade, mais si je cherchais à être épanouie, accomplie, en pleine forme, en pleine santé, etc. » Si déjà vous avez ça aujourd'hui, je serais ravie. Donc, du côté du mieux vivre ensemble, les recherches se sont intéressées plutôt à la notion de lien avec les autres, évidemment, à un titre d'abord relation entre les autres. Et justement, pas que les relations toxiques, mais comme d'habitude, aussi relations positives. Donc, quelles sont les relations positives qui nous font du bien? Qu'est-ce qui nous aide à nous épanouir dans les relations? Comment le bonheur peut se contaminer entre les personnes? Comment moi, je dois m'entourer, mais aussi qu'est-ce que je peux faire pour contaminer le bonheur des autres? Donc, par exemple, le terme qui est souvent abordé, c'est l'interdépendance positive, c'est-à-dire de trouver le juste milieu. Il a été étudié que les personnes qui sont trop fusionnelles vont pas forcément s'épanouir. Donc, être trop proche des gens, trop dépendant des autres, on ne s'épanouit pas individuellement et collectivement forcément bien. Les personnes trop indépendantes, trop solitaires, trop dans leur vie, sans trop se préoccuper des autres, ne s'épanouissent pas autant non plus. L'interdépendance positive, c'est le juste milieu entre les deux. C'est comment je peux à la fois m'épanouir quand je suis seule, tout en ayant conscience que malgré tout, j'ai quand même besoin des autres pour m'épanouir et que je dois à la fois entretenir cette relation aux autres sans en dépendre, mais à la fois entretenir ma relation avec moi-même quand je suis seule. Et donc, c'est quand on a cet équilibre, être capable de partir en vacances avec des amis, tout comme être capable de partir 3 jours seul avec soi-même. Quand on a cette liberté-là, et même avec son couple, ne pas être dans un couple complètement fusionnel, ni complètement indépendant, être un couple où on peut à la fois passer des temps merveilleux ensemble, mais aussi être très bien quand les deux font des choses séparément. Avec les enfants, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, il y a le bonheur dans le couple, le bonheur dans la famille. On est vraiment aux différents niveaux de relations, avec les amis, avec la société, les collègues. C'est toujours se dire comment je trouve le juste milieu entre mon lien aux autres et mon lien avec moi-même et ne pas ni se sentir solitaire et seul en fait, et ni se sentir dépendant des autres en fait. Voilà, c'est de trouver une belle relation avec soi-même. On ne passe jamais autant de temps qu'avec soi-même. Donc du coup, avec quelqu'un d'autre qu'avec soi-même. Donc c'est quand même important de prendre soin de sa propre relation. Juste par petits chiffres, j'aime bien quand même donner un petit chiffre de temps en temps. Par exemple, il a été prouvé que les personnes ayant 3 à 5 amis avaient tendance à être plus épanouies que les personnes en ayant moins ou en ayant beaucoup plus. Enfin non, c'est plutôt les moins, pardon, je reformule, je ne vais pas dire de bêtises. Les personnes ayant 3 à 5 amis sincères avec qui ils ont des discussions, ce qu'on appelle des discussions profondes. Donc, ce n'est pas de parler de la pluie et du beau temps, c'est des vraies discussions sur les émotions, etc. 3 à 5 amis, la personne a plus de tendance à s'épanouir. Par contre, au-delà de 5, on n'est pas moins heureux, mais on ne l'est pas plus. Ce n'est pas proportionnel au nombre d'amis. Donc, c'est vraiment entre 3 et 5 qu'on atteint le minimum bien pour se sentir bien dans cet équilibre entre soi et les autres. Après, on peut en avoir plus, ça ne freine pas, du moment qu'on a des relations profondes et des conversations profondes avec les autres. L'intelligence relationnelle vient influencer ces relations, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez l'intelligence émotionnelle, hein, il y a le QI, le quotient intellectuel, le QE, le quotient émotionnel. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à identifier ses émotions et aussi celles des autres, à accueillir ses émotions et accueillir les émotions des autres sans les juger, à gérer ses propres émotions et à accompagner l'autre à gérer ses émotions de la meilleure façon possible et développer des relations saines, constructives, positives qui nous tirent tous les deux vers le haut sans nous rendre dépendants les uns des autres. Et qui va influencer par exemple sur les notions d'empathie, être dans l'empathie avec l'autre, le leadership, aider l'autre à le tirer vers le haut et les autres à les inspirer vers le haut. C'est tous ces éléments-là qui sont étudiés aussi et qui contribuent. Plus on a un leadership positif, une empathie juste, pas trop. L'empathie, ce n'est pas une contagion émotionnelle. Une personne qui n'a pas d'empathie, on parle un peu d'un robot qui est neutre. Une personne qui en a trop, on parle d'une éponge émotionnelle et ce n'est pas ça en fait. L'empathie, c'est le juste milieu là encore. Comment je me sens quand j'accueille et que j'entends l'émotion peut-être difficile de l'autre, mais que moi, je ne la subis pas, je n'y vole pas cette émotion, je ne me l'approprie pas, je l'accueille, je l'accompagne, je suis présente, je suis à l'écoute, je ne cherche pas à conseiller tout ça forcément, je suis vraiment dans l'accueil de l'autre, je peux proposer des pistes, je peux être disponible pour lui demander en quoi je peux être utile.
par rapport à ça, mais c'est tout. Et après, une fois que je m'en vais, j'ai un peu cette émotion, voilà, de compassion de l'autre, mais je ne subis pas la tristesse et la colère de l'autre. Voilà. Donc ça fait partie des clés, par exemple, de l'intelligence relationnelle. La communication positive, qui a été un sujet, c'est plus sur la façon dont on parle. Vous savez qu'on est souvent à se faire des reproches. On parle, la communication non violente, peut-être avez-vous déjà entendu parler, c'est vraiment cette communication où le but, c'est de ne nuire à personne dans la discussion, de ne pas faire de reproches à l'autre, ni à soi-même, et d'être dans juste un partage de ce que j'observe, ce que je ressens, mon besoin qui est derrière ça, et l'exprimer, et la demande du coup, comment l'autre peut m'aider à répondre à ce besoin-là, lui proposer, voilà, ça m'aiderait si tu, et faire pareil de l'autre côté, observer les faits de l'autre, observer potentiellement son émotion et lui demander: est-ce que là, tu ressens une forme de colère par rapport à quoi, de quoi tu as besoin en fait finalement pour te sentir mieux? Et est-ce que je peux t'aider par rapport à ça? Là, on est vraiment dans une communication positive. Et petite anecdote, dans les couples en particulier, il y a quelque chose qu'on ne fait pas assez et qui pourtant contribue à plus de bonheur, c'est de répondre positivement au partage positif de l'autre. Vous savez, quand votre mari ou votre femme rentre du travail et vous annonce une bonne nouvelle, eh ben, il y a 3 façons de répondre, enfin même 4 façons de répondre. Il y a la façon passive ou active déjà. Donc passivement, je vais juste ne pas porter d'intérêt, écouter, dire: ah oui, c'est intéressant. Donc c'est passif, mais c'est pas encore destructif. Mais ça peut être aussi passif et complètement destructif dans le sens où: ah c'est bon, je m'en fous. Enfin voilà, là ça serait encore le niveau pire. On peut être actif, c'est déjà mieux. Et donc là, c'est actif, mais pas forcément, enfin voilà, on ne réagit pas plus que ça, dire: ah d'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Et après, vraiment, la meilleure communication positive, c'est celle où on dit: ah, c'est génial, bah écoute, ça m'intéresse, mais alors dis-moi en plus, raconte-moi, et alors que c'est passé comment, tu t'es senti comment? Et là, en fait, cette communication active, constructive, va permettre de renforcer le lien entre les personnes, d'améliorer le bonheur de l'un et d'améliorer le bonheur de l'autre. Voilà, ils ont fait plein d'expériences là-dessus. Donc, discussion positive et aussi ratio de positivité. Sachez quand même que pour s'épanouir, par exemple, au sein d'un couple, il a été démontré qu'il fallait au moins un partage, une interaction positive pour 3 interactions négatives. Non, c'est l'inverse, pardon. 3 interactions positives pour une interaction négative. Donc, dès qu'il y en a un des deux qui fait un reproche, il faut récupérer au moins avec 3 interactions positives pour que ça puisse passer. Sincère, sans on n'est pas dans de la manipulation, hein. C'est un constat, c'est juste dans les faits. Donc, d'apprendre à être dans des échanges positifs va vous aider à diminuer les nombres d'interactions négatives. Il y a une recherche qui détermine à 97% les divorces de couples rien qu'en étudiant leurs discussions sur un week-end. Ils sont filmés dans un appartement, etc. Le laboratoire du bonheur s'appelle des couples. Et donc, on les invite à un week-end en sachant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'appartement. Voilà, ils sont libres de discuter, etc. Et il y a des caméras dans la salle principale pour écouter leur discussion. Et en fait, rien que le nombre, il y a des études de leur nombre de communications positives ou négatives. Il y a des estimations de fait sur ces statistiques-là, et ils constatent avec le long terme maintenant que tous ceux qui avaient voilà, au moins 3 positives pour 1 négatif sont encore ensemble. Tous ceux qui avaient plus de négatifs avaient divorcé à 97%. Donc, c'est quand même pas rien. Le bonheur dans le couple, on l'a vu. Le bonheur en famille, ça va même jusqu'à plus loin. Et moi, j'adore ça, la psychogénéalogie positive. Là aussi, je ne sais pas si vous connaissez la généalogie. Donc, psychogénéalogie et généalogie tout court, c'est faire son arbre généalogique. Beaucoup aiment ça et faire voilà, de qui je viens et tout ça. C'est juste des dates, des personnes. La psychogénéalogie s'intéresse à tout ce que l'on transmet dans les secrets, difficultés, souffrances familiales. Jusqu'à présent, ça s'intéressait vraiment à toutes les lourdeurs du passé que l'on intègre chez nous par l'histoire de notre famille, les maladies, tout ça. Et ben, la psychothérapie positive a commencé à s'intéresser, et si on s'intéressait aussi à qu'est-ce qu'on a hérité de bon de notre famille, quelles sont dans mon arbre généalogique les personnes les plus heureuses, quelles sont les personnes en bonne santé, quelles sont celles qui ont réussi professionnellement, quelles sont celles qui ont, je ne sais pas, eu le plus d'impact sur le monde. Et donc, voir que tout ça aussi, on en hérite. Et puis surtout, ça mène à se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre moi aux futures générations? Et donc, en quoi je peux non pas simplement être un canal qui transmet tel quel, mais en quoi je peux transformer les choses pour les transmettre de façon différente derrière. Et évidemment, il y a toute la partie d'éducation positive qu'on étudie très souvent. Est-ce que j'ai le temps de parler? Oui, du Pygmalion, effet Pygmalion. Ouais, allez, je termine avec ça pour cette diapo-là.
Donc, pour la référence en psychogénéalogie, pas encore. Moi, j'en ai vaguement parlé dans mon livre « Ma Bible de la psychologie positive », mais sinon, il n'y a pas du tout d'études, pas du tout de livres sur ce sujet-là. C'est plutôt au sein d'un protocole de psychothérapie positive que ça a été, c'est juste formé pour les psychologues thérapeutes maintenant. La communication non violente n'est pas un exercice, c'est une approche. Donc là, par contre, il y a plein de livres sur la communication non violente, il y a plein de pratiques, il y a plein d'exercices, et on parle de OSBD, à retenir, par exemple, c'est observer, exprimer ses sentiments, exprimer ses besoins et faire une demande. OSBD. Ça, c'est la base de la communication non violente. Mais après, là, évidemment, il faut aller s'intéresser un peu plus que ça. La limite de cette science, en fait, toute science a ses limites dans le sens que ce ne sont que des statistiques majoritaires, donc c'est-à-dire sur un ensemble de populations, il y a plus de, je sais pas, 60% de personnes qui ont, c'est ce qu'on appelle des statistiques significatives par rapport à un groupe contrôle qui a des conditions similaires, mais qui obtient à peu près les mêmes résultats naturellement. Qu'est-ce qui dépasse de la situation similaire sans l'élément qu'on est en train d'étudier. Donc, c'est toujours fait par rapport à des groupes contrôle. Et en fait, ça devient significatif à partir du moment où vraiment cet élément-là fait une différence par rapport à un groupe contrôle. Et donc, oui, là, ça devient un facteur significatif. Donc, ça veut dire que c'est une tendance générale et que si on met ça, plus ça, plus ça, plus ça, tout ce que je vous dis, mis bout à bout, statistiquement, évidemment, vous allez avoir plus de bonheur dans votre vie et des meilleures relations. Maintenant, un seul peut ne pas fonctionner s'il y a d'autres facteurs qui viennent perturber ça. Voilà. Donc, toute science a ses limites. Mais par contre, ça donne vraiment des indications. Et de toute façon, dans tout ce que je vous partage et dans tout ce que vous découvrirez pour ça, l'idée, c'est vraiment d'expérimenter. Il n'y a pas une technique qui fonctionne pour tout le monde. Il y a plusieurs techniques qui vont fonctionner pour vous, mais il y en a quelques-unes qui ne fonctionneront pas. C'est comme ça, mais par contre, c'est toujours en testant. Et malheureusement, c'est quand on ne sait pas que ça existe, on ne les teste pas, donc on ne le fait pas en fait. Alors que quand on se dit, tiens, et si j'essayais le soir de prendre 1 ou 2 minutes quand mon mari rentre pour vraiment m'intéresser à lui, lui poser des questions. Je vais juste essayer, puis on va voir ce qui se passe. Si je m'intéressais, par exemple, à être moins dans l'empathie éponge émotionnelle et à prendre de... Si je m'intéressais à la CNV, que j'allais prendre un livre sur la CNV, si je faisais mon arbre généalogique et que je m'intéressais aux aspects positifs de ma famille, voilà. Et on le fait. Et puis, mis bout à bout, de l'un, de l'autre, et bien finalement, à un moment donné, on se rend compte qu'on se sent mieux, que ça va mieux, que les choses s'améliorent, les relations s'améliorent, la famille va bien, le couple va bien, etc., etc. Et donc, ça impacte aussi sur le monde, évidemment. Allez, je passe à la dernière partie, les applications concrètes de la psychologie positive. Donc là, c'est concrètement, du coup, qu'est-ce qui a été fait maintenant qu'on étudie tout ça? Là, tout ce que je vous ai partagé, c'est toutes les recherches et les petits trucs et astuces du quotidien. Mais après, concrètement, les chercheurs avaient aussi pour ambition de mettre en place des réelles actions dans le terrain, dans la vraie vie de tout le monde et à des niveaux différents. Alors oui, effet Pygmalion, effectivement. L'effet Pygmalion, la recherche, elle est quand même intéressante, je vous la partage. C'est dans des écoles, donc c'était au moment de l'éducation positive, dans les écoles, ils ont fait passer des tests de QI à des classes. Ils ont ensuite fait en coulisses, ils ont récupéré les résultats, qu'ils n'ont absolument pas regardés. Ça n'avait aucun intérêt, le test en lui-même, ça faisait partie de l'expérience. Ils ont par contre glissé aux enseignants, par erreur, entre guillemets, une feuille dans laquelle il y avait les résultats de 3 élèves qui avaient vraiment dépassé le lot en termes de QI. Et en fait, les enseignants les ont vus, ces 3 noms-là. Et donc, ils ont su, en tout cas cru, que ces 3 élèves-là avaient un QI supérieur aux autres. Et donc, on a juste laissé ça. Et à la fin d'année, ont été évaluées les évolutions des enfants en termes de résultats scolaires. Et en fait, il se trouve que c'est juste incroyable, c'est que ces 3 élèves-là ont vraiment augmenté beaucoup leurs notes par rapport aux autres élèves. En fait, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, c'est le fait quand on croit que l'autre est vraiment bon, on a un comportement qui appuie ce sentiment dans ce sens-là et ça provoque ce que l'on croit. Et donc, du coup, quand on pense que quelqu'un est nul, on va avoir un comportement en disant non, mais laisse tomber, t'es nul. Si on croit que quelqu'un est bon, on va lui dire ah, t'as pas compris, attends, je vais t'expliquer, je suis sûre que tu vas comprendre. Parce que au fond de moi, je pense qu'il va comprendre. Donc, je mets j'en ai pas conscience. Les enseignants n'en avaient pas du tout conscience. Mais l'effet Pygmalion, c'est attention avec vos propres enfants et ça marche aussi sur les adultes. Plus j'ai une croyance négative sur quelqu'un, plus j'ai un comportement qui va valider et même provoquer ce comportement chez l'autre. Plus j'ai une croyance positive sur quelqu'un, plus je vais avoir un comportement qui va valider et provoquer ce comportement positif chez l'autre. Donc, concrètement, par exemple, ils ont fait des tests de personnes à qui on disait au début d'un entretien ah, vous avez l'air en pleine forme et voilà, avec des émotions positives comme ça et en leur disant vous avez l'air vraiment motivé, ça fait plaisir à voir.
n'importe qui, on leur dit ça. Et aux autres, on dit, ça va, vous n'avez pas l'air super motivé, comment ça va se passer? Ils leur font passer des tests, style des tests de logique, des trucs comme ça. Bah, tous ceux à qui on a dit, vous avez l'air motivés et en forme, ils réussissent mieux que ceux à qui on a dit, vous n'avez pas l'air motivé, vous avez l'air un peu fatigué, et ils réussissent moins bien. Donc, vous vous rendez compte à quel point ça influence, quoi, donc, dans l'éducation, nos paroles, attention, mais même avec nos proches, nos amis, nos collègues au travail, dans le couple, ça influence, malgré nous, on influence le comportement des autres. Donc, voilà. Donc, c'est bien quand c'est dans le positif. Attention quand c'est dans le négatif. Allez, des applications concrètes pour terminer. Concrètement, la première chose qui a été mise en place, ça a été des protocoles de psychothérapie positive, puisque à la base, quand même, la psycho s'intéresse aux thérapies. Donc, du coup, au milieu des autres approches thérapeutiques, pour vous situer, par exemple, j'aime bien cette métaphore, un verre d'eau. Alors, vous voyez que là, j'ai un verre, ça tombe bien. Une personne qui vient consulter en thérapie, souvent, elle a de l'eau plutôt sombre, noire, grise, enfin, c'est pas très joyeux, quoi. Une thérapie analytique va vider l'eau petit à petit. On va vider l'eau noire, on va le laisser couler en prenant le temps pour pas que ce soit violent et on va remonter très loin pour aller vider l'eau de plus en profondeur. Une thérapie plus TCC, donc thérapie comportementale, les thérapies plus traditionnelles, on va dire, des psychologues habituels maintenant, je crois que de plus en plus, on va vers le niveau d'après, mais en tout cas, ça va être des thérapies où on est plutôt sur comment vous vous sentez, à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous faites, comment vous pouvez changer les choses. Donc là, on vide le verre, c'est un petit peu plus rapide, on va être sur quelques mois, alors que thérapie analytique, on peut être sur quelques années. Il va y avoir de plus en plus maintenant les thérapies brèves, qui, elles, sont avec des techniques, alors là, je ne vais pas vous expliquer tous, mais peut-être en connaîtrez-vous une ou l'autre, d'hypnose, d'EFT, c'est la libération émotionnelle, EMDR, qui sont des mouvements oculaires pour libérer des traumatismes, voilà, des techniques plus rapides qui peuvent se faire parfois en 1 séance, 2 séances, 3 séances. Là, on prend le verre et hop, on le vide. Voilà. Et donc ça fait du bien, on libère l'eau noire. Donc, peu importe la vitesse, chacun doit trouver le rythme qui lui convient. Donc, c'est pour ça que toutes ces thérapies sont complémentaires et en fonction de vos besoins et de votre besoin d'y aller plus ou moins vite et plus ou moins violemment, parce que c'est quand même plus violent la dernière partie aussi. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir ce qui vous attirerait. Et puis après, il y a eu les thérapies de la 3e vague, comme on les appelle, qui sont plutôt les thérapies de pleine conscience. La méditation, la sophrologie, la méditation, la mindfulness. On est vraiment sur comment avoir de l'eau transparente, parce que c'est bien de vider l'eau noire, mais le problème, c'est qu'on a des robinets qui nous ont remplis d'eau noire. Voilà, c'est tout ce qu'on a, nos habitudes, nos comportements, nos pensées, notre environnement nous a habitués à remplir d'eau noire régulièrement. Si je ne change rien, je reste, l'eau noire va revenir automatiquement. Donc, attention à ça. Donc, déjà, de développer la pleine conscience, la méditation, la sophrologie, la respiration, le pilate, le yoga, des choses très lentes, très dans l'instant présent, va nous apprendre à mettre de l'eau colorée pour ne pas laisser l'eau noire revenir aussi facilement. Être connecté à là, on a moins tendance à se replonger dans le passé et les traumatismes. Donc, on trouve les robinets d'eau transparents dans les thérapies de pleine conscience, par exemple. Et puis après, il y a toutes les thérapies positives, psychothérapie positive, où là, maintenant, on va chercher les robinets d'eau colorée pour mettre de la couleur dans sa vie et être vraiment plus joyeux, plus positif, plus en forme, plus ambitieux, plus réussir mieux. Voilà. Là, on cherche comment avoir de l'eau colorée. Donc là, c'est une autre étape. Et donc, vous comprenez bien que quelqu'un qui arrive avec une eau complètement noire, si on va directement sur la thérapie positive, à un moment donné, ça ne marchera pas parce qu'il va falloir beaucoup de coloré avant que le noir se dilue. C'est vraiment ce principe-là. Donc, c'est quand même important de vider l'eau noire, de se remettre dans l'instant présent et après d'aller vers de la thérapie positive. Par contre, si on est déjà plus ou moins bien, vous savez, le côté j'ai tout pour être heureux, mais ouais, voilà. Là, c'est peut-être là, c'est intéressant d'aller vers les thérapies positives. Mais ceci dit, le protocole de psychothérapie positive, le principal qui a été fondé par Martin Seligman, donc celui dont je parlais tout à l'heure, le créateur de la psychologie positive, part déjà de vider l'eau noire. Donc, dans ce protocole-là, on va de l'eau noire, l'eau transparente à l'eau colorée. Mais après, une thérapie positive traditionnelle ou un coaching positif, le 2e niveau, ce sont des approches qui permettent de trouver, vous savez, le coaching positif, ça va être comment je peux avoir plus confiance en moi, comment je peux oser aller de l'avant, voilà, comment je peux, je voudrais être plus en forme dans mon corps, je voudrais arrêter de fumer, je voudrais changer de travail, déménager. Là, on est sur comment je pourrais optimiser ma vie pour aller vers une vie qui m'épanouit encore plus, découvrir mes valeurs, mes émotions, etc. Voilà. Et donc après, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin sur les autres, mais quand même, sachez qu'il y a des études de fait, au-delà de la thérapie et du coaching, sur le bien-être au travail, donc les conditions propices au travail sans que ça vienne nuire à la performance individuelle et financière d'une entreprise, puisque l'économie a besoin aussi, d'ailleurs il y a tout un tas d'études sur l'économie positive aussi, comment un système mondial peut
pourquoi certains pays, par exemple, comme le Bhoutan, les gens sont très épanouis avec leur système politique, économique qui favorise le bonheur. Ils ont le BNB, le bonheur national brut. Comment, par exemple, pourquoi, quel est le point commun des pays où il y a le niveau de bonheur le plus épanoui? Quels sont les facteurs de travail qu'on retrouve dans ces pays-là qu'on ne retrouve pas dans les pays les moins épanouis? Du coup, on établit que, tiens, et si on mettait un peu plus de pause au travail, et si on mettait un environnement plus propice au travail, et si on améliorait les relations par des team building et tout ça au travail? Alors, c'est pas que le billard et le baby-foot, et voilà, c'est pas que ça va bien au-delà de ça, c'est avoir des moments de flow au travail, c'est d'utiliser les forces individuelles de chacun au travail, etc. etc. L'éducation positive, là, c'est plus celle en famille, mais c'est celle dans les écoles. Comment prendre en compte tous les éléments d'éducation positive au sein des établissements de l'école publique en particulier, c'est de développer l'école publique pour prendre en compte les bases de l'épanouissement de l'enfant dans sa future vie d'adulte aussi. Et ensuite, il y a de plus en plus d'études maintenant, plus récemment, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux à la fin, sur le vieillissement réussi, puisqu'il y a des études qui démontrent qu'en 2050, il y aura plus de 2 millions de retraités, par exemple, en France. Du coup, il va falloir en prendre soin. Et si on pensait d'avance, non pas simplement comment éviter qu'ils meurent, mais comment ils pourraient vivre heureux dans cette nouvelle étape de vie, en fait. Donc, comment favoriser l'épanouissement, prolonger la vie, certes, mais surtout une vie épanouie qui vaut la peine d'être vécue. Comment améliorer les conditions dans les lieux d'accueil des seniors, comment favoriser quelles activités leur conviennent, quels sont les... Voilà, là, il y a des plans, il y a un plan Bien vieillir sur aussi en France qui a été établi 2007-2009, qui permet de montrer aussi l'importance de l'alimentation, de l'activité physique pour les personnes âgées, des liens sociaux évidemment, et de l'intergénérationnel aussi. C'est pour ça que de plus en plus d'actions vont dans ce sens, parce qu'il y a eu des recherches de fait dans ce sens-là. Et enfin, il y a l'engagement prosocial, c'est tout ce que l'on fait pour contribuer à un monde meilleur. Ce qui peut aller avec le sens de la vie, mais là, c'est vraiment dans le sens comment j'aide les autres, comment j'interviens pour l'écologie, l'environnement, le côté altruiste, éco-responsable, durable, que ce soit à titre personnel, professionnel. Et toutes les personnes qui ont un engagement prosocial sont plus épanouies et sont en meilleure santé. Donc là aussi, voilà. Donc voilà autant d'éléments. Et j'ai envie de dire, moi, ce que j'aime bien terminer justement dans ces applications concrètes et voilà, c'est la petite phrase qui dit soyons mince, le monde que l'on veut voir devenir. J'ai perdu ma phrase, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui la connaissent. Mais c'est agissons en fonction du monde que l'on veut voir, en fait. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme monde et qu'est-ce que je fais dans ce sens-là? C'est ça aussi l'engagement prosocial, une mission sur la Terre. Et ça donne du sens quand on se lève le matin et pas juste être dans l'individualisme, justement, mais vraiment dans quelque chose de plus au-delà de sa propre vie et de notre place, utilité dans ce monde. Voilà, moi, je trouve que c'est super important. Et la psychologie positive va jusqu'à là. Voilà. Écoutez, voilà pour moi. Je pense avoir fait le tour. Je suis dans mes temps. Donc oui, voilà, si vous voulez aller plus loin sur tous ces sujets-là, c'est vraiment le sommaire plus ou moins de mon livre. Alors, il est très épais. Il y a de quoi faire. Ce n'est pas un livre qu'on lit au coin du feu. C'est vraiment, si vous avez des sujets qui vous intéressent, vous pouvez aller plus loin. Ma Bible de la psychologie positive. Voilà. Moi, une phrase que je répète tout le temps, qui résume finalement avec des mots simples tout ce que j'ai pu partager aujourd'hui, toutes les recherches de psychologie positive, c'est prenez soin de vous avec tout ce qu'il y avait dans le bonheur individuel, prenez soin des autres dans les relations et prenez soin du monde. Et c'est rien qu'en ayant cette attitude-là, forcément, vous serez plus épanoui, mais aussi en meilleure santé et le monde n'en sera que meilleur. Voilà, donner pour recevoir aussi, mais apprendre à recevoir aussi. C'est un cercle, voilà. En résumé, soyez heureux, nous le ferons transpirer. Exactement, c'est ça. C'est très contagieux, là. Il y a des recherches aussi qui prouvent que on a aussi un niveau de bonheur souvent influencé par les personnes que l'on a autour de nous et que nous, notre propre bonheur, influence celui des autres. Donc, si je suis triste, je vais empêcher les autres de s'épanouir parce qu'ils vont être dans l'empathie, etc. Si je suis heureux, forcément, ça va les élever vers le haut. Et si de temps en temps, j'ai besoin, moi, d'être élevé vers le haut, vaut mieux que j'aille me ressourcer vers des personnes qui sont plutôt dans la joie, le bonheur, plutôt que d'aller voir celles qui ne vont pas bien. Est-ce que j'ai envie de me plaindre? Ça ne va pas m'aider, en fait. Donc, voilà, c'est de trouver un juste équilibre entre ce que je reçois et ce que je donne. Voilà, je vais fermer la diaporama, pardon. Hop, je vous ai perdu. Voilà, si c'est bon. Voilà, je crois que c'est tout bon. Marion, comme prévu, je suis dans les temps, je suis contente. Il nous reste même encore un peu de temps si besoin pour des questions. Tout à fait, Cécile. Merci vraiment pour cet éclairage. Et j'espère que chacun a pu déplacer son curseur finalement du côté un peu plus négatif vers quelque chose
un peu plus positif. En tout cas, moi, ça m'a interrogée sur notre fonctionnement qui, je pense, est beaucoup aussi influencé par la société, hein, on peut le dire, et qui est ancré en nous. Donc, je pense que Ah, comme ouais. tout, Par ouais, exemple, par rapport à ça, il a été démontré aussi que parmi les personnes les plus heureuses, ce sont les personnes qui regardent le moins les médias. Donc, qui choisissent leurs médias, en fait, qui ne consomment pas le média qu'on leur impose à la télé à 20h, mais qui vont aller sur Internet, regarder des médias positifs, inspirants, etc., qui vont choisir les fils de réseaux sociaux, par exemple, à observer et sélectionner un peu plus voilà, les informations qu'elles vont avoir tous les jours devant elles. donc une fois de plus, on revient un peu sur votre idée que quand on est acteur, on influence beaucoup plus, hein, sur notre bien-être. Et c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on organise, hein, ces journées ces actions sur la santé pour que chacun puisse, à son degré, bah, être acteur. Donc, si vous Là, avez ceux qui sont là, déjà, vous êtes acteurs dans le bon sens, parce que le média aujourd'hui de la mutualité française a apporté des informations positives, alors que d'autres sont peut-être en train de regarder des drames à la télé, quoi. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup, Cécile, pour votre disponibilité et ce relais. Je vous Merci à vous. souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir.